how do I live with this hole in my head? 'Cause I got my feet on the ground. The words that I wish you would tell me instead. The next time you come to my house, I'm telling you that I won't be here waiting anymore. Don't call me when the sun. Salut tout le monde. Désolé, je suis un petit peu en retard. Il fallait que je termine un call très important, d'où mon retard. J'espère que vous allez bien. Il est 11h42, on est sur Radio Château. Bonjour à tous. Si vous avez des questions, vous me mettez un petit @2LR. Vous balancez la question, comme ça elle s'affiche, je peux y répondre et je donnerai la priorité à ceux qui utilisent ce tag parce qu'on a souvent beaucoup de questions et c'est difficile de répondre à tout le monde. Bien. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? On va parler plein de choses en fait. J'avais envie vraiment de faire pas un deep dive, mais revenir un peu sur quelques fondamentaux. Ça fait maintenant un peu plus de 10 jours qu'on est confiné. On est rentré dans la crise il y a quelques temps. On ne sait pas ce qu'il y a en face de nous. Beaucoup d'incertitudes. Et donc, face à cette incertitude, qu'est-ce qu'on fait? C'est quand même la grosse question du moment. Alors, salut Ness, salut Nico, salut Hicham, salut David, Jordan, Amarc, Bertrand, Tanguy, Sven, Matt, Jordan, Cricri, Hamza, Eddy, Thibaut, dis donc, il y a du monde. Vous êtes 84 pour le moment. Salut. Juste pour une petite question de Ness, mes prédictions sur les 6 prochains mois. Je pense que c'est un peu ça l'objectif d'aujourd'hui et des jours et des semaines qui vont passer, c'est faire attention à ne pas faire trop de prédictions parce que en fait, il y a tellement plus de choses qu'on ne sait pas par rapport à tout ce qu'on sait. Il faut faire très très attention à ça. Donc c'est important de prendre une approche beaucoup plus structurée, beaucoup plus théorique et regarder un peu les éléments du passé qui nous permettent d'appréhender les éléments actuels qu'on est en train de vivre. Et à ce sujet, et je le répéterai plusieurs fois pendant ce live, mais il faut absolument que vous écoutiez notre ami Ray Dalio, fondateur de Bridgewater, qui est un des plus gros hedge funds du monde, qui a des performances inégalées depuis des décennies. Un mec qui fait un travail d'historien absolument extraordinaire sur les causes et les effets des différents événements importants depuis des siècles. Et c'est comme ça qu'il regarde toutes les crises, tous les éléments macro qui sont en train de se passer pour essayer non pas peut-être de prédire, mais en tout cas de réagir en conséquence dans ses stratégies d'investissement. Et c'est hyper intéressant. Donc, globalement, moi, ce que j'ai à dire sur les 6 prochains mois, pour être tout à fait honnête, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai pas de prédiction à vous donner. La seule chose qui est sûre, c'est que c'est inégalé. C'est tumultueux, c'est difficile et donc il n'y a que les gens les plus résilients et ceux qui s'adaptent le mieux qui vont réussir à s'en sortir. Ça, c'est certain. Quelqu'un nous demande, Marc Simoncini a dit que cette crise allait mettre énormément de startups au tapis. Est-ce que je suis d'accord ? Là encore, je vais avoir du mal à vous donner une prédiction. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut regarder un peu le marché francophone, non pas dans son petit écosystème parisien et ou national, mais plutôt vis-à-vis des autres écosystèmes, et notamment le UK, l'Allemagne, mais surtout les États-Unis. Et rappelez-vous que en fait, la France, en termes d'investissement dans les startups, la grosse croissance, elle n'a que quelques années. En réalité, la France est un tout petit marché en termes d'investissement startup. C'est nouveau le fait qu'on investisse abondamment dans les boîtes. Et aux États-Unis, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a énormément de startups qui ont levé des dizaines, voire des centaines de millions d'euros qui vont au tapis régulièrement. Et quand je dis régulièrement, c'est au moins une fois par mois. Il y a autant de très très belles boîtes aux États-Unis qu'il y a de boîtes qui meurent et qui ont levé une tonne d'argent. Et la beauté du modèle américain et la beauté du modèle de la Silicon Valley, c'est qu'ils ont énormément de valeur créée par rapport à la valeur détruite, mais la valeur détruite est colossale. En France, la question qui se pose, c'est pas tant est-ce que les startups vont aller au tapis, parce que les startups, elles vont aller au tapis, c'est leur raison d'exister par défaut. Une startup, en fait, on finance pas le succès, hein, et je le dis avec Kima beaucoup, on finance avant tout le progrès. Financer le progrès, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que on sait que par défaut, la majorité des startups qu'on finance vont malheureusement échouer. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave à condition que les équipes au sein de ces boîtes progressent, que les fondateurs de ces boîtes progressent et qu'elles puissent soit lancer de nouvelles startups après qui vont fonctionner, soit recycler leur super profil dans d'autres boîtes qui, elles, cartonnent, quoi. Et ça, c'est important. Donc, le sujet, c'est pas est-ce qu'on va avoir des boîtes qui vont aller au tapis, parce que des boîtes qui vont aller au tapis, de toute manière, il nous en faut. C'est important pour qu'on prenne la mesure de l'échec en France et surtout dans le monde des startups, à quel point c'est salvateur et c'est important et ça fait partie de la prise de risque. Si vous n'avez pas d'échec, si vous n'avez pas pris assez de risques, si vous n'avez pas pris assez de risques, les conditions ne sont pas réunies pour faire d'énormes succès. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Non, le vrai sujet, c'est est-ce qu'on va avoir des boîtes extraordinaires qui vont émerger de cette crise, que ce soit en France ou en Europe. Et ça, c'est vraiment le plus important. Entre 2007 et 2009, il y a eu plusieurs boîtes qui ont émergé. Il y a Uber, il y a Airbnb, et puis il y en a d'autres. Aux États-Unis, en France, en Europe, en 2006, il y a Spotify qui a été créé. Ces boîtes-là, elles sont importantes, donc il faut qu'elles émergent. Euh, je peux, et malheureusement, c'est un secret, je ne peux pas vous le dire, mais nous, on a beaucoup de boîtes francophones aujourd'hui qui surfent sur la vague du fait que les gens sont confinés, notamment des boîtes mobiles consumer qui fonctionnent très, 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 très bien, qui ont des niveaux de croissance exceptionnels. Et les investisseurs américains ne sont pas stupides. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils appellent ces fondateurs-là et ils regardent s'il y a l'opportunité d'investir dans ces boîtes. Et moi, j'espère que ça va déclencher des gros tours de financement sur des boîtes qui ont des avenirs potentiels énormes francophones et francophones vis-à-vis du reste du monde, et que ça va créer des trucs incroyables. Donc, on n'espère pas évidemment que les boîtes aillent au tapis, mais il y en aura beaucoup, c'est certain. En revanche, on espère qu'il y ait des trucs extraordinaires qui émergent de cette crise. Et ça, c'est vraiment le truc le plus important, quoi. Alors, je vais répondre à quelques questions et ensuite, je vais enchaîner sur quelques sujets importants sur comment vivre et travailler quand on est en confinement. Ce que nous raconte Ray Dalio sur la crise actuelle versus 2008, versus 2000 et puis même versus... la crise pré-guerre et la guerre. Et ça, c'est hyper intéressant ce qu'il raconte là-dessus. Et pourquoi est-ce qu'il faut se rattacher à des fondamentaux plus structurés et mieux documentés plutôt que se laisser happer par le flot incessant qu'on a sur Twitter, sur les réseaux sociaux, etc., qui honnêtement, je pense, fait beaucoup plus de mal à votre psyché et à votre santé mentale qu'autre chose, quoi. Alors, on me demande qu'est-ce que je pense du co-diving, mais de quoi on parle? Donc en fait, c'est un mix entre le co-living et le Covid, hein, j'imagine, un truc comme ça. Ça m'a pas l'air d'être un bon plan ton truc, Winch. Mais si tu as une proposition, vas-y, balance, hein, on écoute, hein. Croissance à tout prix, on investit dans le market sans retour immédiat, mais on fait de la croissance. Mais, non, mais la croissance à tout prix, faut arrêter de lire les choses de manière très brute en les sortant du contexte. Quand les gens disent la croissance à tout prix, c'est parce que la croissance, ça démontre que vous progressez, ça démontre que vous avancez. Et une boîte qui ne fait pas de croissance, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Évidemment qu'il y a des boîtes qui bâtissent du produit, qui bâtissent de la tech, qui sont en train de construire des actifs importants, mais à un moment donné, on mesure une entreprise par sa capacité à signer des clients et à les rendre heureux. Et c'est ça qui est important. Donc c'est pour ça qu'on parle de croissance à tout prix, parce que c'est la mesure universelle de progrès d'une entreprise vis-à-vis de ses clients et de leur envie d'acheter ce que vous faites, quoi. Oui, vu qui nous demande ce qu'on pense du dropshipping. Écoute, moi j'en pense rien, hein. Le dropshipping, c'est une opportunité business pour beaucoup de monde qui l'utilise voilà, à foison comme ils le veulent, et tant mieux pour eux. Moi, c'est pas trop ma came. J'avoue que je suis plutôt attaché à des business qui construisent leurs propres actifs et qui essayent on cherche des boîtes très ambitieuses, et donc le dropshipping, c'est beaucoup plus proche de la muse. Je vous invite à regarder le bouquin de Tim Ferriss qui s'appelle La semaine de 4 heures. Donc c'est beaucoup plus proche de la muse que de la vraie boîte qu'on finance en venture. Donc pas trop notre cam chez nous, chez Kima.
Que penses-tu des boutiques de M&A, tech, leveur de fonds, certains acteurs que tu recommandes? Alors moi, j'étais leveur de fonds entre 2008, donc au moment de la crise, et ça c'était hyper intéressant. À l'époque, on faisait des introductions en bourse et on a shifté, on a pivoté pour devenir leveur de fonds. Et c'était hyper intéressant. Donc j'ai fait le métier pendant pas mal de temps, entre 2008 et 2013. Et puis j'ai continué à aider des boîtes à lever de l'argent. Je pense que des bons leveurs de fonds ont de la valeur, que des mauvais leveurs de fonds en détruisent et que souvent les bons entrepreneurs attirent les bons leveurs et inversement. Et c'est vrai pour ceux qui ne sont pas très bons. Ce qui veut dire que si demain vous êtes une belle boîte et que vous vous associez avec un leveur de fonds dont le track record laisse à désirer, vous allez envoyer des signaux faibles, négatifs au marché. Et ça, il faut faire très 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 attention à ça. Voilà. Et les bons et les mauvais lovers, écoutez, c'est comme les chasseurs dans le sketch des inconnus. Les bons, on les reconnaît parce qu'ils sont bons et les mauvais, on les reconnaît parce qu'ils sont mauvais, tout simplement. Et les acteurs qu'on recommande, écoute, tu vois, les gens qu'on voit beaucoup passer, c'est Clipperton, c'est Cambon, c'est Adair, c'est Mark Wacknin. C'est un petit peu, mais moins quand même, récemment, je ne sais pas pourquoi, Chausson, qui sont en train de lancer un sondage d'ailleurs auprès des acteurs du financement pour voir comment ça se passe de notre côté. Et voilà, et puis il y en a d'autres, mais c'est ceux-là en majorité qu'on croise sur notre chemin. Alors, ACM, que penses-tu des cours à distance pour les élèves en bas âge, primaire, collège? Tu penses que c'est quelque chose qui marche? Bah, c'est intéressant, c'est difficile hein, comme expérimentation de mettre les enfants devant un écran avec des écouteurs, un micro pour suivre des cours quand ils sont très jeunes. Donc primaire, nous on a... Donc moi mon fils aîné il est en CM1, il va avoir 10 ans cette année, il se débrouille bien avec son ordinateur. Mon second qui est en CE1 aussi. Mais d'ailleurs, ma fille aussi, elle se démerde pas mal. Hein. Globalement, c'est hyper intéressant de les voir. Nous, on n'a pas beaucoup d'écran à la maison. On limite les usages à des moments très précis sur des activités assez précises. Mais on les voit aujourd'hui se débrouiller avec notamment Microsoft Teams, qu'ils utilisent en groupe à l'école. Et c'est hyper intéressant de voir comment est-ce qu'ils sont en train de prendre la main là-dessus et à quelle vitesse ils apprennent à utiliser ces outils. C'est assez marrant. Mais il n'y a pas beaucoup de prédictions à faire là-dessus. Hein. Ampise qui nous demande: as-tu un aperçu d'une semaine maintenant pour l'équipe Kima d'un point de vue des process, team, touchpoints et outils que vous utilisez? Écoute, nous chez Kima, les choses n'ont pas beaucoup changé dans la manière dont on fonctionnait parce qu'on était beaucoup à distance, beaucoup en remote. Je pense que Alexis, Jeanne et moi, on passe beaucoup de temps avec les entrepreneurs et peu de temps ensemble finalement. Et quand on échange, c'est beaucoup sur WhatsApp. Et rarement en live parce qu'on est souvent dans des endroits différents. Donc pour nous, le quotidien n'a pas beaucoup changé. C'est juste qu'on est en train de regarder comment apporter une réponse appropriée à nos startups. Aujourd'hui, Alexis est en train de bosser sur un outil incroyable qui est la deuxième version de Pay It Forward, notre outil de portfolio management, sur lequel les boîtes vont pouvoir se retrouver dans des webinars, pas des webinars, plutôt des groupes chat à plusieurs sur des sujets communs. Ils vont pouvoir poster leurs questions en live qui vont être automatiquement dispatchées aux personnes les plus pertinentes de leur réseau. Et puis, ils vont retrouver, comme d'habitude, une sélection de contenus et de perks, c'est-à-dire de deals qu'on a avec des gens type Algolia, Amazon, Google, Stripe, etc., pour bénéficier de réductions. Voilà. Et donc, en fait, cette crise, comme ça, a réduit un peu le deal flow. On passe beaucoup de temps maintenant à voir comment est-ce qu'on peut accélérer sur l'accompagnement du portfolio. Et je vous avoue que ça nous a fait un bien fou à ce niveau-là. Donc ça, c'est cool. Thibaut me demande, c'est quoi ton top 5 boîtes européennes? Écoute, on va tricher Thibaut, parce que moi, mon top 5 boîtes, c'est pas des boîtes européennes, c'est forcément des boîtes de mon portefeuille. C'est à ça que je m'attache énormément. Et donc, je ne peux pas t'en donner 5, parce qu'en fait, j'en ai plus que 5 et elles ont toutes beaucoup de valeur. Voilà, donc c'est difficile. Par contre, je peux te dire qu'on a raté des boîtes comme Revolut et c'est dommage. On a raté des boîtes comme Conto en France et c'est dommage. Et je peux te dire surtout celles qu'on a ratées et qui sont des belles boîtes, quoi. Morgane, selon toi, qui va imprimer le plus de billets entre la BCE et la Fed pour sauver les meubles? Impact à N plus 1 à 2 ans. C'est hyper intéressant comme question, ça. Je ne suis pas économiste et je ne connais pas bien les mécanismes et à quel point ils impactent l'économie, pour être tout à fait honnête.
donc je ne suis pas là pour faire des prédictions. Il faudrait demander ça plutôt à notre ami Nicolas Collin chez The Family. Est-ce qu'il y a un concours de quéquette entre BCE et Fed? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que tout argent que tu injectes dans l'économie à un moment donné, c'est comme les levées de fonds en venture, qui a la capacité de ceux qui reçoivent cet argent à le faire, à le mettre au travail, quoi. Et si on le met au travail mieux que les Américains, j'espère qu'on créera plus de valeur. Mais qu'est-ce que ça veut dire mettre mieux l'argent au travail? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Là, pendant que je vous parle, devant moi, j'ai le petit village, j'ai un petit village sur la droite, j'ai Grasse sur la gauche. Je vois toutes ces maisons éparpillées dans le paysage et je me dis que il y a probablement un renouveau du local extraordinaire à construire à la sortie de cette crise. Et j'espère qu'à la fois, qu'on va en prendre la mesure et qu'on va être capable de saisir cette opportunité. Dans notre portefeuille, on a une boîte qui s'appelle La Ruche qui dit oui. La Ruche qui dit oui, elle connecte tous les producteurs locaux aux habitants locaux. Et on croit beaucoup au fait que ça devrait être beaucoup plus développé sur le territoire. Et donc, moi, j'espère vraiment qu'une boîte comme La Ruche qui dit oui va encore augmenter sa taille sur le marché français et devenir un incontournable du local. Et j'espère qu'on va arriver à faire quelque chose autour de ça parce qu'il n'y a pas de raison que des écosystèmes micros comme ceux qu'on a autour de nous, qui sont des petites villes ou des villages ou des endroits avec quelques commerces, ne puissent pas eux aussi exister et prospérer aussi bien qu'on essaye de nous le faire aussi bien que ce qu'on essaie de faire dans les grandes villes et de manière très macro, quoi. Voilà, donc si on arrive à faire un retour du local, je vous avoue que ça sera assez cool. Il faut que je revienne sur ce que vous raconte notre ami Ray Dalio. Voilà, aujourd'hui j'ai lu un article hyper intéressant de lui. J'essaie de vous retrouver le titre pour que vous puissiez le retrouver sur LinkedIn. Alors, le titre s'appelle The Changing World Order. Ray va publier une suite d'articles dans les semaines qui viennent sur ce qui est en train de se passer. Je vous invite vraiment à vous inscrire à sa newsletter. S'il y en a une qu'il faut suivre, c'est celle-ci. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il ne va pas vous faire des prédictions sur le futur. Ce n'est pas le genre du garçon. En revanche, il va vous aider à mettre en perspective ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec des événements passés. Et ce qu'il dit, c'est que les choses ne se répètent pas. Enfin, pas exactement, mais par contre, elles ont toutes existé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des mécaniques ou des causes ou des effets qu'on est en train de vivre et qui, en fait, ont des parallèles dans le passé qui sont très proches. Et c'est hyper intéressant. Et lui, en grand optimiste, nous dit les causes à effet ne sont pas exactes parce qu'en réalité, la manière dont on réagit à un événement successif qui s'est déjà passé par le futur dépend des conditions dans lesquelles on est à un instant T. Et aujourd'hui, avec le digital, etc., probablement que les conditions sont différentes. Et aussi de ce qu'on a appris par le passé. Et quand je vois les gens qui nous expliquent ouais, la crise de 2020, elle sera pire que celle de 2018 et pire que celle de 2001, en fait, elle n'est pas pire, elle est différente. Il faut pas tout mélanger. Et au lieu de raconter aux gens que ça va être pire, il faut les aider à comprendre ce qui est en train de se passer et comment est-ce qu'ils vont pouvoir réagir à la sortie de cette crise. Et même si les cycles se répètent dans l'évolution du monde, aujourd'hui on est mieux préparé et il faut absolument utiliser les connaissances du passé pour nous individuellement à notre échelle, essayer de bien réagir. Donc d'abord, bien réagir à l'échelle individuelle, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire apprendre à bien vivre, ça veut dire apprendre à bien travailler et ça veut dire apprendre à évoluer avec ce qui est en train de se passer. Parce que ce que nous dit Darwin, c'est que ce n'est pas les plus forts qui gagnent lorsque le monde change, c'est ceux qui arrivent à évoluer. Et donc, votre enjeu aujourd'hui, il n'est pas de juste montrer les gros bras ou vous recroqueviller dans votre tanière, c'est regarder les choses en face et savoir comment est-ce qu'on va pouvoir évoluer avec la situation actuelle. Et c'est beaucoup plus important que d'écouter les news toute la journée et imaginer le pire et ou essayer juste de réagir avec le moment, quoi. Vous êtes dans une phase où vous avez probablement, même si vous êtes très occupé avec vos conjoints, vos enfants, dans une phase instable qu'il est difficile d'appréhender, on a quand même, aujourd'hui, on est dans une phase pendant laquelle on a le temps de se poser des questions
et la violence de la situation fait qu'on se pose des questions naturellement. Donc utilisez cette prise de recul pour justement regarder où vous êtes, comment vous vivez, comment vous travaillez, où est-ce que vous avez envie d'aller. Et sur le comment vivre, aujourd'hui, après 10 jours de confinement, ce qu'on se rend compte d'abord, c'est qu'on est complètement submergé par l'information partout, que l'information, elle tourne en boucle, qu'elle nous apporte finalement assez peu sur la manière dont on appréhende la situation. Et il faut apprendre à se connecter et à se déconnecter à intervalles non pas réguliers, mais précis, pour pas se faire submerger par l'information qui vient de l'extérieur et se concentrer sur ce qu'on est en train de faire. Donc moi, avant, j'avais mon fil Twitter d'ouvert, j'avais mon fil LinkedIn d'ouvert. Je me prenais l'information en pleine tronche tout le temps. Une fois de temps en temps, j'ouvrais l'iPad et qu'est-ce que tu fais ? Bah, tu mets les infos en fond, tu vois, LCI, BFM, CNews, je sais pas quoi. Et en fait, c'est une énorme connerie. Ce qu'il faut, c'est couper absolument ça, se reconnecter le matin, le midi, le soir. Vous choisissez votre moment, 1 ou 2 fois dans la journée. Choisir les sources d'informations que vous lisez. Et puis s'informer à intervalles réguliers. Et puis une fois que vous êtes informé, vous coupez ça. Et c'est le moment de la réflexion pour vous. Et c'est le moment de vivre votre vie et pas juste d'être sous perfusion des sources d'informations que vous avez en face de vous, quoi. Et une fois qu'on a ça, c'est apprendre à vivre, c'est faire attention à son alimentation, faire attention à sa santé physique, faire un peu de sport. Faire un peu de sport, vous pouvez décider de le faire en groupe, online, avec des applications, avec vos collègues à midi. Vous pouvez décider de le faire tout seul le matin, tout seul le soir. Vous pouvez décider de le faire par tranche de 5-10 minutes ici et là. C'est à vous de choisir votre équilibre, mais c'est hyper important que vous fassiez attention à votre santé physique. Et votre santé physique, elle passe par le sport et la nutrition. Et une fois qu'on a fait attention à ça, c'est hyper important parce que cette santé physique, elle joue sur le mental. Et sur le mental, ça veut dire quoi ? Ça veut dire évidemment ce que je vous disais juste avant sur faire attention aux sources d'informations que vous avez et à quel point vous les consultez. Et puis après, c'est votre santé mentale, elle passe par le temps que vous passez avec vos proches. Et moi, je peux vous dire que les 10 derniers jours, j'ai eu beaucoup de mal à m'accoutumer à ça. Et finalement, je pense que j'ai passé, bon, évidemment parce que la période était chargée avec tout le monde, mais j'ai passé probablement moins de temps avec mes enfants pendant 10 jours alors qu'ils sont dans les mêmes pièces que moi qu'auparavant. Parce que j'étais pris tout le temps et parce qu'en fait j'étais tout le temps avec mon téléphone sur mes emails, sur les besoins, un call, un texto, un machin et tout. Et en fait on se trompe de combat. Et le combat aujourd'hui, il n'est pas de donner de tous les fronts, il est d'être bien sélectif, bien organisé. C'est pas une question de routine, c'est une question de focus. Et la question de focus, c'est que quand vous passez du temps avec votre famille ou vos proches pour un moment où vous sociabilisez, c'est un moment où vous ne faites que ça et vous ne faites rien d'autre. Si c'est un moment pendant lequel vous êtes avachi sur votre canapé à regarder les infos, c'est fine, vous faites que ça, mais en même temps, c'est quelque chose qui est choisi. Et pareil sur le travail. Donc faites très attention à la manière dont vous découpez le temps que vous passez à travailler, à être seul, parce que c'est important aussi d'être seul, et être avec vos proches. Et votre santé mentale, elle passe par avoir un bon équilibre de ça. Donc regardez le temps que vous passez sur chacun de ces sujets, donc le travail, le temps seul et le temps avec vos proches, parce que c'est cet équilibre-là qui vous permet de garantir aussi une santé mentale en plus de votre santé physique. Donc apprenez à vivre, apprenez à travailler, c'est à ça qui sert ce confinement et je pense que c'est vraiment une leçon pour nous assez extraordinaire. Demain, petit exemple, c'est les 6 ans de ma fille. Bon, ce soir, je vais essayer de terminer un petit peu plus tôt pour passer un peu de temps avec elle, pour qu'on prépare son gâteau d'anniversaire. Ça va être génial. C'est un moment qu'il faut chérir, sur lequel il faut passer du temps et pas avec le téléphone à la main à regarder les urgences en même temps, quoi. Et donc, il faut apprendre à se déconnecter pour se connecter aux choses qu'on est en train de faire dans l'instant présent. C'est vraiment essentiel. Ensuite, donc, si on revient sur cette histoire de crise, ce qui est en train de se passer, donc c'est hyper intéressant parce qu'on arrive à un moment donné où en fait les taux sont au plus bas, donc on ne peut pas faire de relance commerciale aujourd'hui en baissant encore les taux, c'est fini ça. Donc ça veut dire que la relance elle va passer par où si elle passe pas par le haut, elle va nécessairement passer par le bas. Passer par le bas, ça veut dire quoi ? Moi, je crois beaucoup justement à la croissance des écosystèmes locaux, des marketplaces locales. Et c'est pour ça que je vous parlais de la ruche qui dit oui. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on passe beaucoup de temps avec une boîte de notre portefeuille qui s'appelle Dice, qui fait des concerts live. Parce que leur job, c'est de connecter les fans, les salles, les artistes, les promoteurs.
Et donc, en fait, c'est des écosystèmes qui, en réalité, sont très concentrés, sont très locaux géographiquement. Et donc, plus vous arrivez à les connecter avec souplesse et avec efficience, et plus vous créez de la liquidité. Et en fait, une économie qui marche bien, c'est une économie qui est liquide. Et c'est pour ça que le confinement est une horreur, parce que le confinement, en fait, est en train de tuer la rapidité avec laquelle les biens circulent. Et plus ça circule, et plus l'économie va bien. Et donc, notre vrai enjeu sortie de crise, ça va être comment est-ce qu'au-delà de la relance actuelle, avec tous les milliards investis, notamment dans les startups, on va réussir à recréer cette rapidité de circulation des biens et de l'information entre les gens. Et donc, moi, je crois beaucoup si on a des milliers d'efforts localement qui sont faits pour améliorer la manière dont les biens tournent, on va aller beaucoup plus vite que si on s'attend à un effort macro, parce que l'effort macro, malheureusement, aujourd'hui, est limité au fait que, on peut imprimer des billets, mais on ne peut pas descendre les taux, parce que les taux, ils sont plus bas. Donc, on va avoir un vrai sujet là-dessus. Moi, j'attends avec impatience ce que va nous raconter Ray, justement, à ce sujet-là. Il est en train de faire un parallèle très intéressant avec la période 1930 et au-delà, où justement à cette époque-là, les taux étaient au plus bas, et donc ça va être intéressant. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand il y a cette pression aussi des taux qui sont bas et de la crise, ce que ça fait, c'est que ça tend les gens, et ça tend les gens. Alors en 39-40, on n'a pas eu de bol, on s'est retrouvé avec une putain de guerre en pleine gueule, et donc c'était pas le Covid, mais c'était affreux quand même. Là, aujourd'hui, on est quand même dans un environnement géopolitique où, j'espère pas, on croise les doigts, mais entre l'Europe, les États-Unis, la Chine, etc., la guerre, elle est économique, elle est pas physique. On va pas se mettre sur la gueule à coups de porte-avions et de sous-marins nucléaires. Mais en revanche, et on l'a vu avec les gilets jaunes, et on le voit un peu partout, et je pense que Trump est un très très bon exemple de ça. En réalité, la pression, elle monte de l'intérieur, quoi. On a un copain de mes parents qui s'appelle Christian Saint-Etienne, qui est un économiste hyper balèze, et qui, il y a longtemps déjà, nous prédisait une guerre civile, quoi, hein. Donc la guerre civile, c'est quoi ? C'est exactement ça, c'est les gilets jaunes. C'est le fait que la pression vient d'en bas, et que les gens se révoltent à juste titre. Parce que tout d'un coup, le monde, les écarts entre les richesses deviennent de plus en plus grands, quoi. Et donc c'est hyper intéressant, c'est aussi flippant, hein, de voir comment est-ce que cet écart de richesse, qu'est-ce qui va se passer à la sortie de cette crise, à quel point la richesse qui va être distribuée maintenant par les États avec l'impression de la monnaie, à quel point ça va aller dans la poche de ceux qui en ont vraiment besoin, et est-ce que ça va au contraire encore écarteler cet écart, enfin ce problème de richesse entre ceux qui ont beaucoup d'argent et ceux qui en ont vraiment pas. Et donc, est-ce que ça va amplifier les tensions, ou est-ce qu'au contraire, on va pouvoir utiliser cette crise pour justement réduire cet écart de richesse, quoi. Donc, je vous invite vraiment à regarder ce que nous raconte notre ami Ray Dalio. Suivez-le sur LinkedIn. Il a une newsletter qui s'affiche là-dessus. Ça va être hyper intéressant. Alors, du coup, on a qui ? On a du monde. On a Ethics, Morgane, Axel, Clément, Yann. On répond aux questions. Morgane nous demande rapidement: as-tu le ressenti de Xavier sur la situation ? Il a connu les 3 dernières périodes de récession tech. Xavier, on n'en a pas parlé récemment. Ce que je peux vous dire, c'est que de son côté, lui, il fait de l'infrastructure telco. C'est un marché non seulement en croissance, mais en fait, c'est probablement la chose la plus nécessaire à l'heure actuelle. Vous regardez le cours d'Iliad, il se porte très bien. Maintenant, il y a quand même du monde sur le terrain qui est en train de poser de la fibre. Je ne sais pas si ces gens-là sont encore au travail et arrivent à faire leur job correctement. Mais il est pas immune face à la récession, hein. Mais il est quand même dans une bonne situation, et il a toujours été. Regardez, la crise a tapé en 2009, il a sorti Free Mobile en 2012, et donc une belle opportunité à la sortie de la crise. Et puis lui a toujours été dans les telcos depuis toujours, et ça a toujours bien marché. Donc non, je ne pense pas qu'il soit très inquiet pour lui.
En revanche, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des clients, des défauts de paiement. J'imagine que comme toute entreprise, tu fais attention à la manière dont ton parc de clients se comporte sur ses paiements, mais voilà, ça a l'air de bien aller. Alors, tadadadadam. Ah, Gérald nous dit qu'on lui a posé la fibre free hier. Ça me fait plaisir, Gérald. Continue. Si t'as free, t'as tout compris. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Je parle à qui? Je parle à 131 personnes, dont Gérald qui a installé la fibre free hier. Tu veux dire un truc? Non. Donc non, elle ne veut rien vous dire, mais ça ne change pas des jours d'avant. Donc du coup, au moins c'est consistant. Et ça, c'est bien. Alors, Morgane, rapidement, as-tu le ressenti de Xavier? Ça, tu m'as déjà posé la question, j'ai déjà répondu, pardon. Valentin, est-ce que les VC ne vont pas avoir tendance à casser les valos grâce à la crise, car les entrepreneurs ont besoin de cash actuellement? C'est pas une question de casser les valos. En fait, les dilutions, elles changent pas, hein. La dilution que vous avez quand vous êtes entrepreneur, elle est entre 15 et 25%, quel que soit le montant que vous levez. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le montant va baisser. Donc, si le montant baisse, ce qui se passe, c'est que, en fait, naturellement, la valo, elle descend aussi. Tu vois, si tu lèves 2 millions aujourd'hui pour 20% du capital, tu vas lever sur une valorisation, ce qu'on appelle post-monnaie, de 10 millions d'euros. C'est-à-dire que 2 sur 10, ça fait 20%. Si tu lèves plus que 1,5 million pour 20%, du coup, ta valo, c'est pas 10, c'est 7,5, quoi. Donc, elle est réduite de 25%. Donc, en fait, c'est plus un effet mécanique qu'un effet volontaire des investisseurs de casser ta valo. C'est juste qu'aujourd'hui, ils vont faire plus attention à la manière dont ils déploient du cash. En faisant plus attention à la manière dont ils déploient du cash, parce qu'il y a moins de compétition sur les montants levés. Du coup, la valo va baisser mécaniquement, mais ça s'arrête là, et donc ça va pas avoir plus d'impact que ça. Il faudra juste faire un peu plus attention avec l'argent que vous levez. Quelqu'un me demande quid des ratchets, liquidation préférentielle, etc. En fait, Anne nous parle de toutes les conditions attachées aux investissements. Les conditions attachées aux investissements, généralement, elles évoluent peu dans des crises comme celle-ci. Les clauses qu'on attache aux investissements, elles changent drastiquement au moment où il y a des refinancements qui sont compliqués. Donc c'est au moment où la situation commence à se tendre. Et là, pour des raisons d'ailleurs que j'ignore, mais j'imagine parce qu'on a besoin de se couvrir, et notamment face aux investisseurs qui investissent dans les fonds, les conditions commencent à devenir un peu plus difficiles. Waouh, chérie, ça c'est une pastèque? Oui, ma fille fait des pastèques à côté sur un magnifique tableau blanc. Alors, continuons. Je vais répondre aux questions. Je vais remonter. Ouh là 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 là, il y en a des tonnes. Alors, tananana, Clément, Maxime, Hélène, Victor, bonjour à tous. Mélissande, qu'est-ce que tu penses d'une consumer app secteur des bars avec 5K de MRR, 15% de croissance et CAC inférieur à 3 fois la LTV? C'est une bonne question, ça. Alors, j'ai pas une mobile consumer app sur les bars. En fait, je ne sais pas ce que tu veux dire par là. Donc, ce qu'il faut, c'est regarder, c'est regarder par rapport à ça. Et puis aujourd'hui, les bars, ils m'ont pas l'air ouverts. Donc, Papa la pastèque. elle a écrit Papa la pastèque. Désolé pour ces petites coupures. C'est les joies du live. Du coup. Je ne sais pas, il faudrait que tu m'en dises un peu plus. Fais-moi un petit mail, raconte-moi de quoi il s'agit et je te donnerai un peu plus d'informations. Lorsqu'on parle d'applications mobile consumer, pour votre info, ce qu'on regarde avant tout, c'est pas tant le niveau de croissance absolu, c'est pas le nombre de gens que vous avez de manière absolue, c'est pas si vous en avez 10 000, 100 000 ou 1 million. Ce qui est important, c'est que ces gens-là, ils reviennent tout le temps. C'est que la rétention de votre parc utilisateur soit dingo. C'est ça qui nous a fait investir dans des boîtes comme Zenly. Et c'est ça qui nous fait investir dans des boîtes consumer. C'est à quel point les gens ont besoin de vous, ont créé un lien unique avec votre application et souhaitent l'utiliser au quotidien. Et c'est beaucoup plus compliqué d'investir dans des applications consumer dont les usages sont hebdomadaires ou mensuels, parce que c'est difficile de faire revenir les gens sur votre application. Vous êtes en compète avec beaucoup d'autres applications qui font la même course à l'attention. Et donc ça, c'est une vraie complexité, quoi. J'ai envoyé la pastèque à toute la famille.
Elle a envoyé la pastèque à toute la famille. Nous continuons à répondre à vos questions. Un bon lever pour du seed à recommander, 150 000 à 200 000 euros, on me demande. Alors, il n'y a pas de lever sur des petites levées, parce qu'il n'y a pas de modèle économique. Le modèle d'un lever, c'est de prendre environ 5% de la levée, plus ou moins. Et donc, prendre 5% de la levée sur 150 000 ou 200 000, c'est pas un bon modèle économique. Donc, si tu trouves un lever qui te dit « Ah, moi, j'ai envie de t'aider sur un petit tour de financement », soit c'est un philanthrope, soit il a vraiment kiffé ton produit, c'est un truc de malade, en fait il se dit ah je vais t'accompagner sur le long terme et donc on commence ensemble maintenant, je te file un coup de main, mais par contre ce que je fais c'est que je t'aide à rencontrer des gens, je t'aide à faire ta présentation mais je te prends pas d'argent sur cette levée, ça n'a pas d'intérêt. Soit il est pas bon, soit c'est un escroc. Mais globalement, il n'y a pas de bon lever sur les petites levées. Ça n'a pas de sens. Tu dois être censé, tu es censé être capable de le faire tout seul sur une petite levée de 150 000 à 200 000 euros. Hamza nous demande si on investit dans les boîtes en Afrique francophone. Écoute Hamza, on investit peu dans les boîtes en Afrique francophone. La raison pour laquelle on investit peu, c'est que c'est des géographies qu'on comprend mal et on n'aime pas trop faire ce qu'on ne comprend pas. Et ça explique pourquoi on évite de se positionner notamment sur des marchés comme l'Asie ou l'Afrique où aujourd'hui c'est en plein boom, mais on n'a pas d'expertise, on n'a pas d'expérience, on n'a même pas de présence locale et c'est beaucoup plus complexe que d'investir dans des marchés liquides comme les US, New York, San Francisco où on connaît les francophones de la vallée, on sait comment ça se passe et pour nous faire un deal sur Zoom en 15 minutes avec un mec ASF c'est beaucoup plus facile que faire un deal en 15 minutes avec quelqu'un en Afrique alors qu'on connaît pas bien la situation, quoi. Du coup, on investit peu en Afrique et peu en Asie. Que penses-tu des écoles de commerce françaises? Sont-elles vraiment formatrices? Alors ça, c'est un peu un truc amusant que le film que se font les gens sur les écoles de commerce. C'est que c'est pas que je m'en fous des écoles de commerce et c'est pas que j'y crois pas, mais je pense que le résultat. Attendez 2 secondes, j'ai une petite interruption. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? C'est quand que tu vas faire mon gâteau? Alors, je vais faire ton gâteau pour ton anniversaire tout à l'heure, en fin de journée, avec toi. Ok? Oui. C'est bon. Du coup, les enfants sont sans filtre, ils en ont rien à faire. Du coup, je sais même plus où j'en étais. Si on parlait des écoles de commerce, donc sur les écoles de commerce, ce qui est sûr, c'est que les écoles de commerce sont formatrices parce qu'ils ont des talents qui dispensent les cours. Ils ont des talents parce qu'ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent parce que les gens payent. Et les gens qui payent, c'est des gens qui ont bossé comme des chiens avant. Ils ont fait la prépa, ils en ont chié, ils ont passé les concours et ils sont pas là par hasard. Donc c'est plutôt une self-fulfilling prophecy, les écoles de commerce françaises. Plus que quoi que ce soit d'autre. Et le principe de la self-fulfilling prophecy, c'est très vrai en venture, c'est que si tu rencontres quelqu'un de talentueux à qui tu donnes beaucoup d'argent et à qui tu présentes des gens exceptionnels, la probabilité que la sortie soit exceptionnelle est beaucoup plus importante que si tu ne donnes pas d'argent à quelqu'un qui rencontrera personne d'exceptionnel dans sa carrière. Et donc, c'est ça, ce cercle vertueux qui est en train de se créer. Donc les écoles de commerce, on a beaucoup de gens qui en sortent, qui montent des boîtes, des super boîtes, et on adore les financer. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'ils ont fait les écoles de commerce pas spécialement en fait. Ils ont fait les écoles de commerce parce qu'ils étaient bons. Et en fait, en faisant ces écoles de commerce, ils ont rencontré des gens aussi bons qu'eux. Ils ont eu des cours de gens talentueux aussi. Et ça nourrit leur réussite, tout simplement. Taro nous dit ce serait stylé un Station F à Châteauneuf. Écoute, je suis pas sûr que les voisins kiffent le Station F à Châteauneuf, mais on peut leur demander. Cri-cri, comment tu penses que la place que s'est faite la France dans le VC va pouvoir se maintenir vis-à-vis du UK et de l'Allemagne? Quels sont nos atouts? Bon, nos atouts, c'est le cash c'est important. Nos atouts, c'est nos talents, on en a beaucoup. Ils ont beaucoup été à l'étranger, on espère qu'ils reviennent un peu ici, faire des choses exceptionnelles aussi. Parlons de ce sur quoi il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille beaucoup sur la partie sales, sur la partie vente. C'est quelque chose sur lequel on pêche en France. On n'aime pas vendre. Vendre, c'est mal. Donc ça, il faut faire très très attention à ça et il faut mettre la gouache sur la vente. Et donc il faut qu'on forme beaucoup plus de vendeurs. Et il faut qu'on gagne cette culture de la vente un peu à l'américaine. Je suis désolé, mais c'est nécessaire. Les produits ne se vendent pas tout seuls. Les gens, ils ne viennent pas chez toi au magasin comme acheter une baguette de pain. Si tu ne les appelles pas pour vendre ton produit, ils ne l'achèteront pas. Donc, il faut le faire absolument.
Et puis quoi d'autre? Rien en fait, une fois qu'on a ça, et puis les talents quoi. Plus il y a de talents et plus on a de chances de réussir. Et malheureusement, ça met du temps de former des talents, il faut des années, donc il faut les il faut les importer de l'étranger, les talents. Et c'est pour ça que les programmes French Tech à ce sujet-là sont top. Euh, attendez, je réagis à quelqu'un qui me dit lâche le micro et le venture et va jouer avec ta fille. Ne t'inquiète pas, je vais y aller, mais chaque moment est déterminé. Là, je suis sur ce live et j'irai tout à l'heure d'abord leur préparer le déjeuner et puis en fin de journée préparer un gâteau au chocolat. Donc il faut importer les talents de l'étranger, le temps qu'ils se créent en France. Et ces talents de l'étranger, c'est pour ça que toutes les initiatives French Tech autour de ça, du visa pour les talents étrangers, sont extraordinaires. Et moi, je vous invite vraiment à aller chercher ces talents, à les importer. Un, parce qu'ils ont vu des choses que vous n'avez pas vues. Et deux, parce qu'ils amènent aussi des points de culture qui sont intéressants. Et il faut savoir que ces points de culture différents par rapport à la France, ça amène de la diversité. Et la diversité, comme ça pousse à la tolérance et donc à l'échange entre les employés, et ben, ça pousse à la performance naturellement. C'est pour ça que la diversité est importante. Mehdi nous demande si je crois que Tim Ferriss définissait ça comme l'ignorance sélective. Ah oui, quand on parlait de bien faire la part des choses et rester concentré sur des choses essentielles et importantes et éviter de se laisser alpaguer par toutes les distractions qu'on a autour de nous. Quelqu'un d'anonyme nous demande avez-vous pu scinder dans votre portefeuille les boîtes à risque et chiffrer ces données? Alors, on a fait un sondage auprès de nos boîtes. Donc, on sait qu'elles ont un peu plus de 500 millions de cash pour 200 d'entre elles au total, qu'elles ont entre 12 et 16 mois de runway, donc de cash devant elles, et qu'elles comptent perdre environ 15 à 15% de leur chiffre d'affaires sur les 3 mois qui viennent. Elles coupent un peu dans les effectifs, évidemment. Maintenant, le problème, c'est que tu ne connais pas le risque, tout simplement parce qu'on est dans une incertitude qui est très grande, quoi. L'incertitude qui est très grande, c'est que les choses changent et évoluent tous les jours, toutes les semaines. Et donc, c'est compliqué de savoir exactement comment la situation va évoluer dans les semaines qui viennent. Donc, on ne sait pas si elles sont à risque. On connaît juste leur situation de cash et combien elles ont devant elles. Et on leur conseille d'avoir jusqu'à au moins l'été 2021 et si possible jusqu'à l'automne 2021. Parce que il faut se prémunir contre un risque d'échec total. Morgane nous avait demandé si j'avais discuté avec Xavier qui avait connu ces 3 périodes de récession tech. Alors lui, il a de la chance dans les telcos, c'est pas trop un problème. De manière informelle, des employés VC disent de décaler de 9 mois les levées avec priorité sur le portfolio actuel. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ce qu'on essaye de faire, c'est de refinancer ou de financer les boîtes actuelles pour qu'elles aient de quoi faire pour en fait décaler les levées qu'elles avaient prévues au S2 2020 pour les décaler plutôt vers le S2 2021. Les raisons sont les suivantes. On ne sait pas comment va être la situation au S2 2020. Donc, il faut se prémunir contre ça. Et on ne connaît pas non plus et on a un doute sur les valorisations qu'on va pouvoir aller chercher sur le S2 2020 aussi. Et donc, il faut voir venir en 2021. La raison pour laquelle les valos risquent d'être moindres en 2020, c'est évidemment l'incertitude. Et puis, la baisse du niveau de croissance de cette période-là qui fait que, comme il y a moins de croissance, et ben, naturellement, il y a moins de momentum. Et s'il y a moins de momentum, et ben, tu peux lever sur de moins bonnes conditions. Alors, Valentin, est-ce que les VC ne vont pas avoir tendance à casser les valos? Ça, on en avait parlé, non, mais en fait, ils vont réduire les montants investis. Et en réduisant les montants, automatiquement, ça réduit les valos. Quelqu'un anonyme me demande est-ce que la manière de lever des fonds pendant la crise change? La manière change parce qu'il y a moins de compétition pour investir chez toi. Comme il y a moins de compétition, ça demande plus d'efforts. Il faut être très très résilient. Et puis il faut être ouvert au fait que si tu avais prévu de lever 3 il y a 1 million d'euros, mettons il y a 2 mois, et ben aujourd'hui c'est 3 millions d'euros. Ils ressemblent plus à 2 millions d'euros. Et que la cible d'investisseurs potentiels est réduite parce que ces investisseurs-là, ce qu'ils vont avoir tendance à faire, c'est investir plus sur leur portefeuille existant. Et donc là où leur attention était probablement 2 tiers sur le deal flow et 1 tiers sur le portefeuille, elle va shifter et aujourd'hui elle est probablement à 2 tiers sur le portefeuille et 1 tiers sur le deal flow. Et donc moins d'attention pour vous malheureusement.
un avis sur les mesures annoncées par BPI pour les startups. Un avis, moi je pense qu'il y a à prendre. On ne va pas quand même se plaindre du fait que la BPI et que l'État décident d'injecter de l'argent dans l'économie, notamment dans celle des startups. C'est quand même une classe d'actifs à risque aujourd'hui, et c'est important que cette classe d'actifs soit soutenue pour au moins une période de 3, 6, 9 mois, de façon à ce qu'on ne se retrouve pas avec un crash absolu et en fait, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est pas le fait que les boîtes s'écrasent, parce que les boîtes, de toute manière, qui n'ont pas de fondamentaux solides, à terme, elles vont échouer. Ce qui est important, c'est qu'on ne crée pas un choc de perte de confiance. Et c'est pour ça que cette injection de cash, il est important aujourd'hui. Il est important, non pas pour faire survivre absolument toutes les startups. Il n'y a rien de bien et d'exceptionnel à mettre les boîtes sous perfusion et en fait, finalement, à créer cette espèce de respirateur artificiel. En revanche, on le fait parce que si tu le fais pas, en fait, et qu'il y a trop de boîtes qui plantent tout de suite, tu vas te retrouver avec un choc de confiance qui fait que les investisseurs vont pas investir en France, vont moins investir, vont être un peu plus flippés, et c'est pas en faisant des deals en venture avec des profils de risque faibles qu'on fait des bons deals. C'est ça l'équation du venture, c'est que le reward, la réussite, elle ne passe que parce qu'à un moment donné, on a pris un risque un petit peu inconsidéré en investissant un petit peu trop d'argent dans une boîte qui probablement ne le méritait pas à l'instant T, mais par sa capacité d'exécution, sa vision stratégique et la force avec laquelle elle a mis l'argent au travail, finalement, réussit, quoi. Et ça, c'est essentiel. Donc, moi, je suis évidemment ravi que la BPI ait fait ses annonces. Je suis un peu plus inquiet sur la mise en œuvre de ces annonces, parce que d'un point de vue opérationnel, très honnêtement, je ne sais pas comment ils font. Ça doit être un enfer. J'aimerais pas être à leur place, hein. Ça doit être hyper difficile. Quelqu'un nous demande, j'ai un projet de start-up mais arrive la crise, est-ce que je me lance? Écoute, si c'est pour bâtir de la tech et du produit, lance-toi, tu as un peu le temps et tu iras lever de l'argent tranquillement au Q3 ou au Q4 2020. Que penses-tu des mesures annoncées? Donc ça, on en a parlé. Post-Covid, Kima, est-ce que ça investit combien en seed? Nous, on investit toujours des tickets de 150. On a fait beaucoup de deals les 2 dernières semaines parce que toutes les boîtes se sont mises en closing forcé, urgent, pour être sûr de pouvoir boucler leur tour de financement. Donc on a dû faire, je sais pas, au moins 15 deals les 15 derniers jours, ce qui fait en jour ouvré plus d'un deal par jour. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a une période un peu plus calme où les gens font face à l'incertitude, et donc on reçoit peu de deal flow, moins de deal flow. Nous, on est quand même ouvert au deal flow, on fait juste ça avec précaution et on passe quand même beaucoup plus de temps à regarder comment est-ce qu'on peut aider le portefeuille que le deal flow. Est-ce qu'on me demande si on peut m'avoir comme investisseur perso hors Kima? Alors non, parce que je n'ai pas d'argent à investir en perso. Moi, tout est dans Kima, hein. Donc, je n'ai pas d'argent en perso à investir. Mais il n'y a pas de mal à avoir Kima. Viens, on en parle. Que penses-tu des investissements massifs sur les voitures autonomes? J'ai pas d'avis là-dessus. Je connais pas le sujet. Pour être tout à fait honnête, c'est un truc qui m'échappe complètement. Comment va ton portefeuille de consumer app? Mon portefeuille de consumer apps, il carbure en ce moment. Les taux de croissance sont vénères. Et d'ailleurs, les fonds américains sont pas cons. Ils ont pris toutes les boîtes consumer apps françaises qui sont un peu sympas et ils leur ont passé un coup de fil pour savoir comment ça allait et pour se préparer à investir si le trend s'accentue ou en tout cas se confirme. Et ça montre que les Américains, quand même, en business, c'est des putains de machines, quoi. Shubs nous demande, je viens de lancer un service de location d'haltères pour les gens qui sont en manque de salle de sport. Et ça marche, hein. J'ai 50 précommandes en 24 heures. Est-ce que tu penses que ça pourra tenir après le confinement? Écoute, je ne sais pas. Honnêtement, je pense qu'après le confinement, les gens vont vouloir sortir. Les haltères, je ne sais pas qui les achète chez Decat, mais souvent les haltères, elles terminent dans le placard. La question, c'est pas les haltères, parce que le problème des haltères, c'est que ça coûte pas très cher, tu vois, louer des haltères. Pourquoi est-ce qu'on va louer des haltères si à un moment donné tu peux les acheter pas cher, quoi. Je sais pas, écoute, à mon avis c'est chaud, c'est un tout petit peu trop opportuniste par rapport à la crise actuelle.
Les haltères en location, elles n'ont de valeur réellement que si tu arrives à t'assurer que les gens les utilisent. Et pour que les gens les utilisent, il faut un service associé à ça qui les motive. Et le plus difficile dans le sport, c'est pas d'acheter l'équipement, c'est pas de le louer, c'est d'avoir la motive de faire le sport. Et si les gens font plus de sport, les haltères, ils vont les rendre. Et ça, en retour, ça va te coûter un bras. Quelqu'un nous dit gros dans un pays ou moyen dans 2 pays. De quoi parle-t-on ? Je suis désolé, je n'ai pas suivi la conversation précédente. Mélissande me demande merci pour la réponse. De manière générale, on fait comment pour avoir un rendez-vous avec toi ? Alors, avant un rendez-vous, on me fait un petit email, on me donne des informations et moi, suite à ces informations, je peux vous dire rapidement si le sujet nous intéresse ou pas. Et après, en fonction de ça, on fait un Zoom. Et à la sortie du Zoom, je vous dis rapidement si ça peut nous chauffer ou pas. Taro, on te demande Storm pour Android, c'est pour quand ? Tadadam. Alors, Storm, c'est pour quand sur Android, Taro ? Quelqu'un nous dit j'ai habité à Paris et Londres. Où est-ce qu'il faut lancer sa boîte ? Au UK ou en France ? Écoute, ça n'a aucune importance. Pour être honnête, ça dépend où tu es, où sont tes attaches, où sont tes réseaux. Moi, je suis français, parisien. Je vais évidemment te dire par défaut, viens à la maison, c'est plus sympa que chez les roast beef. Voilà. Question. Quelqu'un me dit tu t'améliores sur Radio Château. Écoute, c'est marrant que tu dis ça parce qu'aujourd'hui je me trouve spécialement pas en forme, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir de me dire des mots sympas. Quelle serait la meilleure stratégie à l'heure actuelle pour faire son trou dans la vallée auprès de Business Angel ? Alors, si tu veux faire ton trou dans la Silicon Valley auprès de Business Angel, déjà, première chose, c'est que tu fais un petit email à Carlos Diaz chez The Refiners. Lui, il a la recette pour vous aider à y voir clair là-bas. Il va rapidement te permettre d'identifier si ton profil est Silicon Valley compatible, quelles sont les questions stratégiques auxquelles il faut que tu répondes, et s'il a dans son réseau des gens qui potentiellement peuvent t'aider à répondre à ces questions. Et une fois que tu as répondu à ces questions, ce sera le moment de décider s'il faut que tu te remettes dans la cave pour bâtir ton produit ou aller chercher les premiers clients, ou si tu peux déclencher un tour de financement avec des investisseurs locaux. Mais il faut faire ça avec méthodologie et donc vraiment pas le patron, hein, mais le mec qui fait ça bien, c'est Carlos, quoi. Demande-lui. Voilà. Matt Oussama demande aux boîtes de The Family de ne pas prendre l'argent de la BPI car c'est de l'argent de contribuables. Qu'en penses-tu ? Alors, d'abord, quand est-ce que Oussama a dit ça ? Et pourquoi est-ce qu'il a dit ça ? En fait, c'est comme quand Marc Simoncini nous dit la crise qui est en train d'arriver, elle va être affreuse, et les startups vont aller au tapis, etc. Il faut remettre les choses dans leur contexte, quoi, tu vois. Donc, reprenons les boîtes qui vont au tapis. Évidemment, il y a de plus en plus de boîtes, elles ont été de plus en plus financées, donc il y a de plus en plus de boîtes à risque. Donc, évidemment qu'il y a plein de boîtes qui vont aller au tapis. En fait, c'est mécanique. En même temps, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, hein, donc faut être un peu... si on reste juste flippé dans la cave à pas investir et à faire des micro-trucs, c'est sûr qu'il n'arrive rien si on fait rien, quoi. Ensuite, sur l'argent de BPI, le fait que ce soit l'argent du contribuable et qu'il ne fallait pas prendre l'argent de BPI, c'est génial. Pendant que toi, tu ne prends pas l'argent, il y en a plein d'autres qui prennent l'argent, hein. Donc, oui, alors tu peux effectivement prendre ta position de puritain et dire moi je prends pas l'argent du BPI parce que c'est l'argent du contribuable, sauf que tes impôts tu les payes, et quand tu payes tes impôts ils vont chez BPI, et quand ils vont chez BPI ils vont chez les autres. Donc c'est comme le mec qui est au chômage et qui dit je vais pas prendre l'argent des assédiques. Mais pourquoi tu vas pas prendre l'argent de Pôle emploi ? Ça n'a aucun sens. Tu es au chômage, tu as cotisé pour ça, prends-le l'argent, on te le donne, je veux dire. Et en plus c'est un rebond pour toi. Donc la question c'est plutôt sur l'argent de BPI, c'est qu'est-ce que vous prenez de chez BPI, et est-ce que vous prenez pas trop par rapport à ce que vous avez besoin. L'excès d'argent dans un compte en banque, ça rend pas plus intelligent, hein. Au contraire, comme vous avez moins de contraintes, vous êtes probablement un peu plus opportuniste et un peu moins malin et intelligent sur les décisions que vous prenez en interne. Mais ceux qui savent mettre à profit l'argent qu'on leur donne et l'argent qu'on investit chez eux, et qu'ils en profitent, qu'ils prennent cet argent qui n'est pas dilutif et qui crée énormément de valeur. Ce qui est important quand on prend de l'argent en venture, c'est que souvent on en prend trop par rapport à ce dont on a besoin.
Et ce qu'on a tendance à faire, on a soit tendance à s'éparpiller et à manquer de focus et en fait à finalement faire de mauvais choix, soit on a tendance à se dire « Ouh là là, j'ai de l'argent pour toujours, donc il faut que je fasse très 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 attention ». Et donc on ne le brûle pas et on essaye de vivoter avec cet argent jusqu'à ce qu'on se transforme en Walking Dead, quoi. Il faut faire attention à ça surtout. Quel serait... Ça, j'ai déjà répondu. The Family prend 5% sans investir, contrairement à YC. Est-ce que c'est intéressant quand même? YC, ils investissent 120 000 ou 150 000 $. Hein, donc 120, 150 000 ou 0, c'est presque pareil. YC a la chance d'avoir les poches pleines et de pouvoir investir tout cet argent. Tant mieux pour eux. S'ils ne l'avaient pas, ils feraient autrement. Si The Family avait 100 000 $ à investir dans toutes les boîtes qu'ils prenaient contre les 5%, ils le feraient aussi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Quelqu'un me demande si Buffalo Grid ça marche bien. Écoute, j'ai pas de données à date sur Buffalo Grid, mais en tout cas ce qu'ils font c'est génial. Taro nous dit pas pour tout de suite sur Android, malheureusement. Accrochez-vous avec les liens web du coup. Quel accélérateur de start-up recommandes-tu? Dans la vallée, t'es francophone, tu veux aller te faire dépuceler, appelle The Refiners. Et après, dans un second temps, peut-être qu'il faut aller faire Y Combinator. Y Combinator, ce qui est pas mal, c'est que ça met les gens dans une zone de stress test assez vénère, avec un ensemble d'entrepreneurs autour d'eux qui sont tous très ambitieux, donc ça te met la gouache, quoi. Et puis ils ont un réseau d'investisseurs qui est quand même très très impressionnant. Donc voilà, YC c'est comme Paris, c'est toujours une bonne idée. Quelqu'un me demande comment je jauge un bon entrepreneur qui n'a pas encore de track record. Écoute, comment je jauge un entrepreneur qui n'a pas encore de track record sur ce qu'il a réalisé jusqu'à présent tout seul et les erreurs qu'il a faites, comment il a appris et comment est-ce qu'il évolue. C'est toujours la même chose, hein, c'est du darwinisme, hein, c'est darwinien, on regarde comment les gens s'adaptent et plus ils s'adaptent vite, plus ils s'adaptent bien et plus on leur fait confiance sur le futur et donc plus on les finance. Quelqu'un me demande, j'ai oublié le arrobas dans ma question. J'arrive pas à contacter Andreessen Horowitz, Sequoia et Axel. Comment les joindre? Ils ne répondent pas. Alors ça, c'est énorme. Donc, personne ne contacte Andreessen Horowitz, Axel ou Sequoia en cold email. La probabilité qu'ils te répondent est très faible. S'ils t'ont pas répondu, ils ont forcément dû voir ton mail. C'est que probablement, ils ont trouvé ton sujet pas intéressant. Donc, pose-toi la question pourquoi les trois ne t'ont pas répondu et pourquoi ils n'ont pas trouvé le sujet intéressant. Et ensuite, dans un second temps, il faut que tu trouves les gens chez qui ils ont investi, que tu fasses un peu tes devoirs sur leur portefeuille, etc. Et que tu arrives à créer du lien avec en fait une seconde connexion, quoi. Et c'est cette seconde connexion qui, après, pourra te mettre en contact avec eux. Tout simplement. Thibaut, facile d'aller prendre de l'argent de la BPI. J'ai vraiment la flemme de perdre des semaines à remplir des dossiers. Écoute, je sais pas quoi te dire. À un moment donné, remplir des dossiers, effectivement que c'est chiant, mais remplir des dossiers, regarde le temps total que ça te prend, c'est pas énorme. Tu te mets quelques contraintes le soir, le matin, tu fixes une heure par-ci, une heure par-là, le dossier tu vas le remplir, hein. Ils ont pas rendu les choses très compliquées quand même, hein. Tananan. Que penses-tu de Carrot Venture? Je sais pas qui raconte ça, mais c'est très drôle. Alors, l'histoire de Carrot Venture, c'est un mec qui était dans un fonds et en fait, il avait quand même une réputation de donner des termes d'investissement et de gouvernance vraiment foireuses et d'être insupportable avec les entrepreneurs. Et il a monté un fonds qui s'appelle Carrot. Je sais pas s'il a gardé le nom, mais bon, au moins, il s'assume, tu vois. Le mec qui crée le fonds Carrot, c'est un mec qui s'assume. C'est déjà pas mal. Mehdi nous dit arrêtons de se plaindre, bossons. Moi je suis bien d'accord, allons bosser. Il n'y a que ça de vrai. Je remonte un peu les questions. Je suis désolé, j'ai pas répondu aux questions qui n'ont pas de arrobas de LR, mais c'est parce que c'est difficile de lire toutes les questions autrement. Donc si vous avez des questions précises, boum, arrobas de LR et vous les posez comme ça. C'est quoi le deck le plus what the fuck que tu as vu passer? Écoute, je sais pas quel est le deck le plus what the fuck que j'ai vu passer, mais l'email auquel j'ai répondu qui était le plus what the fuck, c'est quand un entrepreneur m'a dit on est 5 élèves d'une école d'ingénieurs, on aime tous la même chose, les meufs et les kebabs. Du coup, on a fait une app sur laquelle il y a 90% de meufs et on est on est dans les premiers de l'App Store en social. Voilà, est-ce que tu peux nous financer?
Ça, j'avoue que c'était assez drôle comme email. Il y en a quelques-uns qui nous marquent, mais les bons emails, les bonnes startups, tous ces petits moments un peu croustillants, je vous avoue, on les partage avec les copains, on en parle, etc. Mais après, on les oublie vite parce qu'on est dans un rythme où on voit passer quand même chez Kima 200, 250 deals par semaine. On rencontre des dizaines d'entrepreneurs, on en finance un tous les 3 jours, on en a 800 dans le portefeuille. Et donc, tout ça, c'est un rythme qui nous met beaucoup dans le flow et dans l'actualité immédiate. Et finalement, on a notre mémoire long terme fonctionne pas très bien sur tout ça. Allez, je réponds aux dernières questions et après, ça va être l'heure de déjeuner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Comment bien scaler sur des grands groupes? Ah, il n'y a pas de secret sur les grands groupes. Il faut bien mapper les gens à l'intérieur du groupe, qui est le décideur, qui est l'utilisateur, qui est le champion, etc. Et une fois que tu as bien mappé ça, tu peux les actionner. Les grands groupes, c'est pas comme les PME, c'est pas comme les startups, c'est pas une personne qui utilise, achète, décide. C'est un ensemble, c'est un micro-écosystème. Donc, c'est plein de petits micro-écosystèmes. Il faut que vous compreniez comment chaque grand groupe fonctionne si vous voulez maximiser vos chances de réussir. Tu penses quoi des étudiants de grandes écoles qui montent leur boîte? Écoute, on en a plein dans le portefeuille. Dans l'ensemble, ils se débrouillent très 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 bien, ces gens-là. Ils ont appris à bosser dur en prépa et donc ils se démerdent bien. Hello, quel est le pourcentage de tes boîtes qui sont en train de supprimer de lay-off, de licencier, nous demande Adrien. Combien de pourcentage de full-time employees? Merci. J'ai pas le chiffre exact aujourd'hui. Ce que je peux te dire, c'est que globalement, on parle de 10 à 30% de l'effectif en chômage partiel ou chômage total. Et c'est vrai sur toutes les boîtes. Et plus elles sont grosses, plus elles suppriment de postes. Donc sur les petites boîtes, on va parler de 10%. Et sur les boîtes un peu plus grandes, de 20 à 30%. Et c'est assez, pas équilibré, mais c'est à peu près le même chiffre partout. Et la question en fait qui va se poser, c'est est-ce que le chômage partiel va se transformer en chômage total ou est-ce qu'on va être capable de récupérer ces gens-là, de les réintégrer dans la boîte, de les réacculturer et est-ce que ça va pas laisser des traces? Moi, j'ai mon stress ou mon doute ou la question que je me pose, c'est quoi les marques que laisse le chômage partiel et le confinement dans les boîtes quoi, à la fin de la crise? C'est une vraie question. Vous êtes combien chez Kima? Est-ce que vous cherchez des gens? On est 3, on va probablement chercher un stagiaire à la sortie de l'été, mais pas avant, je pense. Est-ce qu'on a des outils qu'on recommande pendant sa période de remote? Non, pas particulièrement. Tu vas sur Google, tu as plein de choses qui sont conseillées. N'hésitez pas à regarder. Si je lançais une boîte demain, tu créerais quoi? Je crée une boîte de groupe chat mobile first. Hello, comment les VC intègrent cette vague de cerveaux, de devs, entrepreneurs bien engagés à forte conviction? Ouh là là, c'est compliqué comme question. Est-ce que tu peux la préciser s'il te plaît, Vinny? Est-ce que tu connais Étienne Binan? Oui, je connais Étienne Binan. Avoir une expérience opérationnelle est nécessaire pour être un bon VC? Non, pas nécessairement. Alors évidemment, je prêche ma paroisse parce que je n'ai pas d'expérience opérationnelle forte avant. Mais je ne pense pas. Je pense que c'est un métier différent du métier d'entrepreneur. Est-ce que le co-living est un trend qui te parle? Bien sûr, on a investi dans Colonize en France et dans Star City aux US. Tu penses quoi de Matera? Hey, Matera, c'est une boîte de notre portefeuille. Ça cartonne et on est très heureux d'en être. Voilà, écoutez les amis, ça fait 1h03 à 30 secondes. Si aujourd'hui vous m'avez trouvé un petit peu off, c'est pas normal, mais moi je me suis trouvé pas très en forme. Je vais aller me requinquer avec un Perrier, un plat de pâtes et faire un gâteau pour ma fille qui fête ses 6 ans demain. Voilà, elle pourra dire qu'elle a fêté ses 6 ans sur fond de Covid dans le sud de la France. Et je vais vous laisser avec un petit remix très léger de la ritournelle. Voilà, parce que la roue tourne. Allez, lâchez rien. Et on se dit à demain. Bye bye.
cross under the moon. No one can tell, damned if I do. Forever journeys and golden avenues, adrift in your eyes, since I love you.